Hello, bienvenue autour de la Table Rose, le podcast, votre espace de dialogue et confidence entre femmes que les hommes ont aussi le droit d'écouter. Ici, on parle de tout, relations humaines, sexualité, estime de soi et de nombreux autres sujets sans tabou. L'idée, s'asseoir autour d'une table pour parler de ce qui jalonne notre quotidien avec bienveillance, s'inspirer les unes des autres et surtout partager ensemble. Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la Table Rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement à vos occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour nous les femmes, notre corps c'est souvent toute une histoire. On se sent souvent trop ronde ou pas assez pulpeuse, trop petite, trop grande, un nez trop long, trop large, les cuisses trop grosses, les jambes arquées ou un bidon trop proéminent. Bref, souvent, nous ne sommes pas satisfaites du corps que nous avons à disposition. Pourtant, certaines d'entre nous arrivent à trouver la sérénité dans l'acceptation. D'ailleurs, on parle beaucoup du mouvement Body Positive créé en 1996 par Connie Sobchak et Elizabeth Scott, dont l'objectif est de lutter contre les dictats de l'apparence avec le message clair qu'il faut aimer son corps tel qu'il est et l'idée que tous les corps sont valables. Mais est-ce vraiment si facile d'aimer son corps entièrement tout le temps ? Est-ce que les filles minces qui font un 36-38 ont vraiment des complexes ? Et concrètement, on fait comment pour apprendre à aimer son corps ? Je me suis assise autour de la table rose avec 3 femmes qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous. 3 femmes, c'est 3 visions et 3 perceptions différentes du corps qui arrivent parfois à se rejoindre sur certains aspects. Un podcast en 2 parties où Sharon, Laura et Maïté m'ont parlé du regard qu'elles portent sur leur corps ainsi que de celui porté sur elles par les autres. Régime, complexe, troubles alimentaires, grossesse et dysmorphie ont également été évoqués. Des sujets qui reviendront d'ailleurs certainement dans des épisodes dédiés, tant il y a à dire dessus et que nous n'avons pas eu le temps de les aborder en profondeur. Nous avons même eu un petit débat sur la nouvelle génération de femmes qui mettent leur corps en scène. Débat bien entendu tout en bienveillance, car nous ne sommes pas des harpies. Finalement, les filles partagent aussi avec nous quelques pistes pour arriver à se sentir mieux dans nos corps. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Pascal. Comment vous allez ? Très très bien. Moi aussi, Okay. très bien. Alors, d'abord je vais vous dire merci de votre présence. Et puis, je vais commencer par vous demander de vous présenter pour nos auditrices et auditeurs. Et je vais commencer par Laura. Je m'appelle Laura Beaubrun, je suis danseuse chorégraphe et professeure de danse. Je suis aussi architecte d'intérieur et maintenant, pour l'instant, c'est-à-dire à l'heure actuelle, en formation en art-thérapie. Et maintenant, je travaille avec des enfants à la PEMS, donc je voulais être entourée d'enfants pour ma future formation. Et aussi travailler avec des femmes, je le souhaite aussi. Donc ça tombe bien pour tout ce qui concerne le corps, parce que c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, donc je suis plutôt au niveau artistique, dans le domaine de, comme j'ai dit, de la danse, aussi de l'art visuel. Et au niveau de l'architecture d'intérieur, c'est tout ce qui est scénographie artistique, c'est ce qui me parle pour l'instant. Ok, donc une femme plurielle. Et si tu dois te décrire en 3 mots ? Waouh, ça c'est beau. Alors, en 3 mots, l'espace. Et je prends plutôt quelque chose de métaphorique, plutôt. L'eau et le mouvement. Ok, merci beaucoup. Sharon. Je m'appelle Sharon, j'ai 39 ans, je suis maman d'un petit garçon d'une année et je travaille dans les bureaux à l'État. Si tu dois te décrire en 3 mots, Sharon. Je dirais quelqu'un de timide, de rigolote quand même, malgré la timidité. Et puis je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un de gentil et généreuse. Voilà. Alors oui, je m'appelle Maïté.
j'ai 60 ans. J'ai tes dents. Encore heureux. J'ai un parcours professionnel un peu particulier parce que j'ai travaillé dans le social, après pour faire de la gestion de risque. Mais l'humain m'a toujours intéressé énormément. Et c'est ce qui motive un peu ma vie. Être entouré de gens que j'aime, faire du bien, si possible. Voilà. Et puis en 3 mots, je dirais que je suis extravertie. Je suis une battante. Et là, je vais dépasser les 3 mots. Je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais commencer par vous demander à chacune quelle est votre définition du body positive. Pour moi, c'est une notion que j'ai de la peine à comprendre personnellement. En soi, dans la théorie, tout à fait, mais dans la pratique, je pense que c'est un peu imagé, un peu, comment dire... Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est bien si on sait le faire et qu'on arrive à le pratiquer, mais pour moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre vraiment. Enfin, à comprendre comment faire, en fait. Je comprends la théorie, c'est-à-dire qu'on doit s'aimer tel qu'on est, de s'assumer, d'être fier de ce qu'on est. Mais moi, personnellement, dans la pratique, je trouve que c'est pas aussi facile que ça. Très bien, merci. Laura ? Quand on dit body positive, pour moi, il y a aussi body négative. Donc, il y a cette dualité-là. Et si je vais dans le sens qu'elle a expliqué, comment elles s'appellent déjà les 2 femmes ? Je ne sais pas comment elles s'appellent. Bon, c'était Connie et Elisabeth. Elisabeth, je pense dans les sens qu'elles veulent aller, c'est d'avoir un regard, et comme elles ont dit, positive. Et pour moi, c'est plutôt dans l'acceptation. C'est dans l'acceptation de ce qu'on est ou de la matière qu'on habite, je peux le dire comme ça. Et après, je peux en dire plus personnellement, mais ce qui me vient tout de suite là, naturellement, c'est dans l'acceptation. Alors moi, je suis aussi d'accord que c'est dans l'acceptation. Et ce qui me dérange un peu dans le, entre guillemets, mouvement body positif, c'est que ça devient une règle. Et je trouve que rien ne doit être normaté dans ce domaine. Tu peux avoir une body positive, mais c'est si tu as envie. Et la première chose, à mon avis, c'est pas le paraître, c'est le sentir. C'est ce que tu dois ressentir toi. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir après ne pas forcément rentrer dans les canons qu'on te demande d'être, quoi. Ok, merci. Est-ce que vous avez un idéal corporel féminin ? La femme au corps parfait, genre pour vous, c'est qui ? Et moi Non. Moi, le corps parfait, c'est pas spécialement un corps parfait, c'est un corps qui dégage de l'énergie, du solaire. Alors, j'avoue que j'aime pas les personnes trop maigres, parce que je trouve que ça me correspond pas, mais parce que ça me correspond pas. Et que je trouve une femme pulpeuse, c'est joli. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est dans la tête, c'est comment tu te sens et ce que tu dégages. Moi, je dirais Marilyn Monroe, mais elle était tellement complexée, elle avait tellement de trucs. Pour moi, c'est pas ça l'idéal. Ouais, la forme, ouais. La forme, voilà, idéale, du modèle féminin idéal. Ok. Sharon ? Alors moi, c'est depuis que je suis ado, je pense que j'ai une admiration pour Monica Bellucci, en fait. Je trouve qu'elle est magnifique. Que ce soit son corps, son visage, tout, son aura. Physiquement, en tout cas, ça a toujours été un peu elle, mon idéal féminin. Comme Maïté, pour moi, c'est difficile à dire. Je vais partir sur 2 phases, c'est-à-dire lorsque j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'étais vraiment entrée dans une sorte d'idéal de femme, comme Monica Bellucci aussi. Comment elle s'appelle, cette mannequin noire très connue? Naomi Campbell. Là, j'avais 18.
Oui, j'avais 18-19 ans, mais Laura, maintenant, quand je regarde une femme, c'est quand elle est à l'aise, c'est-à-dire dans ses mouvements, même si c'est pas question de forme, de maigre ou grosse, mais sa posture, comment elle se met, comment elle est à l'aise avec son corps. Pour moi, je suis impressionnée par des femmes comme ça. Et pour moi, c'est ça la femme idéale. C'est une femme, quand elle s'exprime, tu vois qu'elle est à l'aise dans son corps. Elle peut s'asseoir, elle peut bouger son corps, elle est à l'aise et puis elle est pas complexée. Ça m'impressionne beaucoup. Ok, et est-ce que tu as une femme comme ça à laquelle tu penses, célèbre ou non célèbre d'ailleurs, finalement? Il y a une danseuse, elle est forte, elle est beaucoup plus forte que moi. Elle s'appelle Linda François, elle est haïtienne. Et je trouve sa manière de bouger, comment elle est. En plus, elle a des formes, comment dire, elle est une danseuse de ballet, mais elle n'a pas encore de danseuse de ballet. Et elle m'impressionne. Ok. Donc, petite question par rapport à ces femmes idéalisées, enfin, en tout cas, dont vous aimez les corps. Est-ce que vous aviez envie de leur ressembler? Moi, personnellement, clairement. J'avais carrément des photos de Monica Bellucci dans ma chambre et j'essayais de me maquiller comme elle. Mais donc, tu trouvais que tu lui ressemblais quand même un peu? Non, quand même. Mais si tu te maquillais comme elle, ça veut dire qu'il y avait quand même un peu cette idée de « Ah, je me rapproche peut-être un petit peu ». J'ai un peu le type latin comme elle, donc c'était peut-être aussi pour ça que c'était peut-être un objectif plus ou moins atteignable. Donc oui, mais lui ressembler, j'aimerais bien. Mais c'est vrai que j'aimais bien regarder comment elle se coiffait, comment elle se maquillait. Je la regardais, je me regardais, je comparais. Bon, bref, j'ai oublié la question. C'était si tu voulais lui ressembler? Oui, clairement. Et toi, Marilyn Monroe, c'était un idéal Pas du tout. Non, j'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre. Okay. J'étais plutôt dans l'innovation. Je veux dire, toujours, par exemple, me maquiller comme j'avais envie de me maquiller. Alors après, tu suis les modes, j'ai jamais suivi. J'étais soit avant-gardiste, soit je faisais ce qui me plaisait, mais pas forcément ce que tu vois à la télé. Non, j'étais moi. Mais parfait. Et toi, Laura? Non, là où je suis, Laura, maintenant, non, parce que j'ai accepté mon corps comme... Celle d'avant, non. Tu voulais pas ressembler à... Non, pas forcément. Non, parce que je me trouvais petite, de toute façon. J'ai toujours voulu être grande. C'est un truc qui m'a habité pendant très longtemps. Parce que mon père, il est grand, donc je voulais être un peu étirée comme ça. Et c'est un objectif, je sais que je ne peux pas atteindre. Donc, du coup, ouais, peut-être avant. Parce que d'ailleurs, j'avais dit à ma mère, quand j'étais petite, je voulais être mannequin. Donc, voilà. Quel rapport est-ce que vous aviez avec votre corps durant votre enfance et durant votre adolescence? J'ai commencé par Sharon. Moi, personnellement, depuis toujours, enfin, depuis assez longtemps que je puisse m'en souvenir, moi, j'ai un très mauvais rapport au corps. J'ai rarement été très bien dans ma peau, que je sois mince ou moins mince. Moi, depuis, en tout cas, l'âge de 10-12 ans, dès la puberté, mon corps, ça a été un problème. C'est quelque chose que... j'accepte pas comme il est, que j'ai jamais accepté comme il est, peu importe dans les étapes de ma vie finalement, parce que j'ai été très mince, un peu moins mince, très mince, un peu moins mince. Et je me rends compte que même quand j'étais très mince, j'aimais pas mon corps. Et maintenant que j'ai pris un peu de poids, surtout après la grossesse, je me dis, mais j'étais bête, parce que finalement, je mettais un 36, je suis pas petite, enfin j'avais les formes où il fallait. Je me dis, mais c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Ok. Maïté?
Alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des problèmes en rapport avec mon corps. Dans l'adolescence? Ni dans la petite enfance. Dans l'adolescence, alors moi j'ai toujours été forte, mais ça me dérangeait pas trop. Et très rapidement, je pense déjà au niveau du cycle, j'ai appris à me dire, je suis pas forcément comme les autres filles. Eh ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis j'y peux rien, je vais pas me prendre la tête pour ça. Donc tu crois que c'est dû à quoi? Je pense à mon caractère aussi. Hein. Donc tu dirais que tu as une forte estime de toi-même? Oui, moi je m'aime. Toute jeune, mais depuis toute jeune. Non, Parce mais... que tu disais tout à l'heure, tu as 60 ans, donc effectivement, je pense qu'à cet âge-là, maintenant, on passe au-dessus, comme tu disais aussi, c'est que tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi, mais je pense que c'est quand même ça a toujours été comme ça. Justement, alors, donc ça veut dire depuis mais, petite, mais je pense, alors, bon, là. pour pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup plus profond que ça vient de mon père. Moi, j'avais un rapport avec mon père qui n'était pas des bons rapports. Il m'a toujours dénigré. Et ça a été une manière de me révolter, de dire, toi, tu me dénigres. Eh ben non, tu n'as pas raison de me dénigrer parce que moi, je suis bien et je peux être bien. Donc, c'est ce qui m'a construit, cet acte-là. Alors, à un moment, c'est un départ de souffrance. Tu as réussi à transformer. Que j'ai réussi à transformer, ouais. En quelque chose en estime pour toi. Et toi, Laura, le rapport avec ton corps durant l'enfance et l'adolescence? Non, l'enfance, non, j'ai pas de souvenir de ça. D'avoir un regard comme ça sur mon corps, parce que j'étais tout le temps dans la danse. L'adolescente non plus. Mais ça a commencé pour moi, ce rapport avec mon corps, comme de la société, c'est-à-dire quand je commence à voir la société et les hommes. Donc, c'est-à-dire quand j'ai eu 17-18 ans, où par rapport à la danse, on dit attention, ne pas trop grossir, ne pas trop machin. C'est là que je commence à avoir un regard sur mon corps, ne pas prendre trop de poids parce que tu peux pas danser comme il faut, tu deviens lourde, ou tu peux pas rentrer dans des habits qu'il faut. Et puis deux, avec les deux hommes ou un qui a partagé ma vie très très longtemps, qui n'a pas aimé des parties de mon corps, là j'ai commencé à créer un complexe par rapport à ça. Et ouais, voilà. Donc ça a commencé comme ça, d'avoir un regard sur le corps et de vouloir plaire l'autre et commencer à essayer de transformer mon corps pour faire plaisir à l'autre. Ok. Avant de passer justement, parce qu'on va parler forcément un peu des complexes qu'on peut avoir, vos mamans, est-ce que vous arrivez à vous souvenir quel rapport elles avaient avec leur corps? Parce que tout à l'heure, on parlait des modèles féminins que vous pouviez avoir, mais justement, souvent, le premier modèle qu'on a, c'est notre maman. Et son rapport au corps, peut-être, peut aussi parfois influencer la manière dont nous, on va aussi se regarder. Est-ce que vous avez un souvenir de comment elle se voyait ou finalement pas tellement? Moi, ma mère, quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte de comment elle se sentait dans sa peau. J'ai plutôt l'impression qu'elle s'assumait. Mais en grandissant, j'ai vu des photos d'elle juste avant que je naisse. Je suis l'aînée. Et après. Donc après, je l'ai connue, donc je me souviens. Mais aussi les photos. Bref, avant de m'avoir, elle était grande. Elle est plus grande que moi, ma mère. Elle était même assez mince, même plutôt mince. Elle était très coquette. Elle s'habillait super bien. Franchement, j'ai eu des photos où limite, je la reconnais pas. Et les souvenirs que moi, j'ai de ma mère enfant et ado, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un, alors elle n'est pas grosse, elle n'a jamais été en surpoids, on s'entend. Elle a quand même des formes au niveau des hanches, les jambes. Elle prend tout du bas, en fait, ma mère. Et ça vient de sa famille, parce que toutes les femmes de sa famille italienne, elles sont toutes comme ça. Et, mais alors, par contre, plus aucune féminité en soi, elle est plus du tout coquette dès l'instant où
Ou en tout cas, elle m'a eu moi, mais en tout cas, sûr et certain dès qu'elle a eu mon frère. Donc, voilà. Donc, c'était pas un modèle pour moi, ma mère. Pas un modèle que tu regardes physiquement, ouais. Voilà. Mais tout à fait. Et toi? Alors, moi, ma maman, j'ai 60 ans, donc elle est beaucoup plus vieille. Elle a vécu la guerre d'Espagne et elle me racontait que jusqu'à l'âge de 12 ans, elle était tellement maigre que ma grand-mère avait honte de lui mettre des pulls à manches courtes, lui mettait des pulls à manches longues. Pas parce qu'elle mourait de faim, mais parce que c'était sa constitution. Hein. Et puis quand elle est devenue femme, elle a commencé à prendre du poids. Et ça a été le combat de sa vie. Maigrir. Puis elle a joué au yo-yo. Et elle n'a pas été très aidée par mon père, qui était tout le temps derrière elle en disant « Ah, mais t'as vu, t'es grosse. » Et puis, ma mère, elle a passé sa vie à faire du régime, quoi. Et après, maintenant, qu'elle est plus âgée, alors elle n'assume pas son corps, mais elle est très coquette. Elle est extrêmement coquette, ce qu'elle ne pouvait pas être quand elle était avec mon père. Mais elle n'assume pas son corps, c'est vrai qu'elle n'assume pas son corps. Donc pour moi, ce n'était pas un modèle. Parce que je refusais de vivre dans ce diktat, de passer sa vie à faire des régimes. Bon, je peux dire que ma mère était un modèle pour moi. Et le rapport qu'elle a avec son corps, quand je l'observe maintenant, elle surveille beaucoup. Ne pas prendre trop de poids. Elle est très dans l'esthétique. Elle est très coquette. Et puis... Et ça a toujours été le cas? Pour moi, oui, parce que j'ai toujours vu ma mère très coquette. Même quand elle cuisine, elle doit mettre en valeur son corps. Elle m'a déjà expliqué que c'est sa manière de célébrer la vie. Mais quand même, c'est quand même un rapport avec aussi le corps. Parce qu'elle nous disait souvent elle nous disait, mais en rigolant, mais je pense pas que c'est pour rigoler, qu'elle était très mince, et puis le fait qu'elle a eu des enfants, elle a grossi. Donc, il y a toujours cette quête de vouloir retrouver le corps de jeune fille. Je pense que ça m'a aussi, en parlant de société tout à l'heure, il y a ma mère qui est dedans, ça m'a quand même influencée dans un sens. Et voilà. Après, on peut parler d'en sortir de là, mais je pense que ma mère, elle était un modèle. Elle est toujours un modèle pour moi, mais plus dans le corps. Voilà. On est beaucoup à avoir des complexes. Parfois même, on se compare aux autres, ce qu'on sait toutes qu'on ne devrait pas faire. Mais ces complexes que vous avez développés au cours des années, en particulier pour Sharon et Laura, vous en parliez autour de vous? À vos amis, à votre famille, et si oui, qu'est-ce qu'on vous répondait finalement? Alors moi, personnellement, on m'a jamais fait de réflexion négative sur mon physique, ou alors qu'une fois, vraiment une fois que j'étais vraiment gamine, à l'école primaire. Donc ça, je crois que c'est la seule fois où on m'a vraiment fait une réflexion un peu méchante. Mais sinon, ma famille, tous mes petits copains, les bons et les mauvais, ils m'ont jamais fait j'ai jamais eu de réflexion négative. Mais ça n'a pas empêché que moi, j'ai des réflexions très négatives sur mon corps et que j'avais et que j'ai développé plein de complexes. Donc, pour répondre à la question si j'en parlais, j'en ai pas parlé tout de suite, mais je les cachais. Et ça, par contre, ça a été vu. C'est-à-dire que quand j'étais déjà jeune, je mettais souvent un pull autour de la taille dans les années 90, ça, pour cacher mes fesses, par exemple. Et ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu mets ça? C'est moche. Et un jour, je lui ai dit, je crois que c'est une des seules fois où j'ai dit, ouais, c'est pour cacher mes fesses, parce que je trouve que j'ai des grosses fesses. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Sincèrement, elle m'a répondu, j'étais jeune en plus, elle m'a répondu telle quelle, un jour tu verras, tes fesses, c'est ce que les hommes aimeront le plus chez toi. Et c'est vrai, hein. Je te jure, c'est vrai.
Et ça n'a pas réussi à faire en sorte Non, que... parce que peu importe ce qu'on peut me dire, tous les hommes du monde peuvent me dire que je suis parfaite. Moi, ce que je vois dans mon miroir, c'est ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, c'est ce qui compte. Peu importe ce que les gens disent. Ok. Ça n'a jamais fait de différence. pour moi. Donc finalement, ta mère, c'est la seule à qui tu parlais de tes complexes ou t'en parlais aussi à tes amis? Non, j'en parlais pas du tout, mais c'est juste ce jour-là. C'est le seul souvenir que j'ai vraiment. Après, ado, là oui, peut-être j'en ai plus parlé. Mais en tout cas, et encore, je crois que j'osais pas vraiment dire aux gens que j'avais des complexes. J'essayais plus de les cacher, sans en parler. D'accord. Toi, Laura? Je parle toujours dans le passé, hein, parce que... ah non, j'en parlais pas. Surtout les complexes liés à ce que un homme qui a partagé ma vie très longtemps disait sur mon corps, donc j'en parlais pas. C'était un truc à cacher, c'était un truc à modifier, à ajouter, surtout par rapport au sein, par rapport aux fesses, parce que moi, j'ai pas de grande forme. Donc, pour moi, c'est quelque chose de culturel. Donc, à Haïti ou bien dans les Caraïbes, il faut avoir un peu de forme, quoi. Donc, et le visuel que j'avais, donc c'était ça. Donc, j'en parlais pas. J'en parlais pas parce que c'était un truc à moi. Et comme Sharon, c'était quelque chose... C'est un secret, c'est ton jardin secret, voilà, que tu essaies de camoufler. Et puis, le regard de l'autre aussi peut blesser, par exemple. Si on le dit, c'est une question de confiance à l'autre. Et toi, Maïté, tu avais des complexes dont tu parlais ou... Alors, les complexes, j'en avais. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas. J'en parlais pas. Et j'en faisais pas cas dans le sens où je me disais c'est comme ça et pas autrement. Je veux dire, c'était pas... Oui, tu préfères être plus mince, tu préfères peut-être être plus grande, mais après, c'était pas une énorme préoccupation dans le sens où je m'arrangeais avec les artifices qui te permettent de t'arranger. Mais c'était pas... Alors, en grandissant, à partir de l'âge de 30 ans, moi, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui, lui, au début, quand t'étais avec quelqu'un, moi, j'avais une vilaine opération au ventre qui m'a laissé des marques, et puis j'étais pas à l'aise, et lui, il m'a appris à accepter mon corps. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que sur le moment, moi, je l'acceptais, mon corps, mais c'était par rapport à lui. Je disais que c'était pas très, très beau. Et lui, il s'en fichait. Et il a fait en sorte que j'accepte mon corps. Alors, du moment où j'ai accepté mon corps, après, c'était fini, quoi. Alors, t'en parles, tu rigoles. Hein, ouais, t'as vu le ventre que j'ai. Avec mes meilleurs amis maintenant, on en parle. Parce que, ouais, t'as vu les rides. T'as vu, j'ai le cou qui pend. C'est des trucs qui me dérangent, mais parce que c'est pas la vieillesse qui me dérange. Mais dans ma tête, je me sens tellement jeune que maintenant, je commence à avoir un peu plus de peine à accepter mon corps, qui vieillit. Ok. Mais justement, est-ce qu'on envisage la chirurgie? On envisage de modifier tout ça quand on a ces complexes-là? Est-ce qu'on se dit, parce qu'aujourd'hui, alors encore plus aujourd'hui que, on va dire, il y a 10-15 ans en arrière, ou même un peu plus quand on était plus jeune, parce que la chirurgie esthétique, on en parlait déjà, mais ça paraissait inaccessible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ou alors... ou que vous avez pratiqué, ou alors pas du tout? Moi, personnellement, j'en rêve. Et j'en rêve depuis longtemps, c'est juste hors de prix pour moi. Je me dis toujours, si je gagnais l'euro million, ok, j'achète une maison à tout le monde, je fais plaisir à tout le monde, mais alors, je passe entre les mains du meilleur chirurgien esthétique du monde et je me paye une petite lipo dans tous les endroits où je pense que j'en ai besoin. Donc toi, ce serait plutôt la lipo. Ah ouais, le rêve. Ok. Moi, je suis pas du tout là où j'en suis dans cette réflexion, du tout. Moi, maintenant, je parle du présent et j'ai un autre regard de mon corps, beaucoup plus sain.
Mais c'est justement, mais juste avant ça, parce que comme tu étais dans une partie complexe, est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé à l'époque ou alors non, pas du tout, malgré les complexes, en fait c'était bon, bah ok, non, je suis super complexée, mais... C'est un peu risqué. J'étais bien sûr consciente de la chirurgie, comment on peut modifier le corps, mais je n'ai pas allé jusqu'au bout de ma réflexion parce que je voyais que... Plutôt le danger éventuel de la... Éventuel. Et voilà, heureusement, je ne suis pas là. Ouais. Alors, le rapport au corps, en fait, ce n'est pas que le poids. On est d'accord, hein, parce que ça peut être aussi une partie de son visage qu'on n'aime pas. Ça peut être les formes qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça peut être justement le fait d'être grande, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont très grandes et qui en fait aimeraient être petites. Et tout à l'heure, on parlait du fait que plus jeune, tu voulais être plus grande et lancée. Et donc voilà, il y a ces petites dont je fais partie, j'estime. J'aurais bien voulu être bien plus grande. On parle aussi, tout simplement... on est entre nous, donc voilà, les poils et les femmes, c'est tout de suite un gros truc. Donc, je voulais savoir si vous avez déjà subi des moqueries concernant votre corps, de la part de proches ou de personnes moins proches, et surtout, comment vous avez réagi? Moi, de proches, oui. Dans ma famille, oui. C'était souvent mon frère qui me disait tu devrais perdre du poids, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. T'as vu les fesses que t'as vu les jambes que t'as. Et ma réponse c'était c'est les miennes, c'est à moi, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Après, il me disait que je faisais pas assez de sport, alors que j'ai toujours été sportive. Ça me faisait rire parce que les gens te voient parce que t'es forte, imaginent que tu fais rien, que tu bouges pas. Alors que j'ai fait du handball à haut niveau, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein de choses. Et il me disait mais tu fais pas assez de sport. Je veux dire, voilà quoi. Mais parfois ça m'a blessée, peut-être, ouais. Jusqu'au jour où je lui ai dit tu me parles plus comme ça. C'est pas ton problème, c'est le mien. Si tu me le dis pour ma santé, je trouve très bien, mais si tu me le dis pour une question d'esthétique, et je sais aussi que lui préfère les femmes menues, je dis voilà, tu te tais, ça te regarde pas, je suis comme je suis et c'est comme ça, quoi. Donc maintenant il fait attention. Moi, c'était plutôt à l'école, je me souviens, l'école primaire. Hein, donc, imagine, j'avais 10 ans, 9-10 ans. C'était par rapport à mon nez, parce que je n'avais pas un nez comme les Blancs ou les Métis. Donc, c'était par rapport à ça. Donc, quand j'ai eu cette moquerie, en tant qu'enfant, je n'avais pas l'image de moi-même qui est un gros nez ou bien un nez qui ne ressemble pas aux Blancs. C'est là que je commence à avoir une image de moi fausse, du nez qui n'est pas correct. Et puis aussi par rapport aux poils, t'imagines, t'avais 11 ans, t'as des poils, quoi. Tu vois, tu portes une jupe et puis un petit garçon dit « Ah, mais t'as des poils aux jambes !» Mais moi, je comprenais pas. Et puis pour moi, j'ai lié ça à la féminité. Donc, c'est là que j'ai commencé à me raser en cachette parce que je voulais... Ouais, 12 ans, quoi, tu vois. Je me cachais pour essayer d'enlever les poils. Et c'est à cet âge-là que j'ai pris conscience que j'ai des poils et que j'ai un nez, quoi. Donc, du coup, avant, j'ai pas eu conscience de ça. Donc, c'était vraiment à l'image de l'autre. C'est quand même assez incroyable, cette histoire du nez, parce que d'avoir un nez comme les Blanches, alors que toi, tu as grandi en Haïti, qu'on vienne faire ce type de comparaison, alors qu'en Haïti, on n'est pas blanc, hein on est noir, donc c'est quand même assez incroyable. Il y a aussi les cheveux, quand on parle de poils aussi, il y a les cheveux, parce que j'avais des cheveux pas comme les autres, pas étirés, donc j'avais beaucoup de tresses, donc j'ai eu beaucoup de moqueries par rapport à ça aussi, et qui étaient liées, on me liait à l'Afrique, donc si j'ai des cheveux comme les miens, qui ressemble à des dreads, donc c'est quelque chose de sale, quelque chose qui est lié à l'Afrique. Donc j'ai eu des moqueries comme ça,
Et heureusement aussi par rapport à chez moi, c'est un autre sujet, par rapport à la maison, j'ai un autre regard de l'Afrique. Donc ça fait un petit peu de balance. Il y a un côté qui refusait ses cheveux, mais un autre côté, quand je suis à la maison, je suis apaisée. Donc voilà, c'était un peu ça par rapport aux moqueries. Alors maintenant que Laura parle de nez, j'ai eu un complexe quand j'étais petit. Maintenant, je m'en souviens. J'avais refoulé. Mais j'ai un nez épaté. Et quand j'étais petite, on m'appelait chata. Je suis d'origine espagnole. Et chata, en espagnol, c'est un mot gentil. C'est chérie et tout. Mais ça veut dire aussi, t'as le nez aplati, quoi. Et là, c'était... Je supportais pas qu'on m'appelle comme ça. Et le soir, en cachette, je prenais une pince à linge et je me le mettais comme ça en espérant qu'il se prolonge, quoi. Mais c'était tout. Les gens, chata, je supportais pas. Mais c'était vraiment quand j'étais petite, quoi. Sharon, est-ce que toi, on t'a fait une réflexion désobligeante par rapport à ton corps ? Alors c'est marrant, on m'a fait aussi la même chose avec les poils, parce que vu que je suis quand même bien noiraude, bien méditerranéenne, c'est clair que j'étais assez poilue quand j'étais enfant. Et ma première année de cycle, je me suis retrouvée à l'école, enfin à la gym, simplement. Et j'avais mis un short, et là, il y a un garçon, effectivement, qui m'a fait une réflexion sur mes poils de jambes. Et pareil, je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé de la cire épilée, enfin de la crème à épiler, pardon, et j'en ai mis partout. Et je me suis enlevé les poils comme ça, je me suis bien fait engueuler après. Sinon, aussi avec les poils, c'est drôle, parce que c'est 2 réflexions que j'ai vraiment en tête. Là, par contre, adulte, je devais avoir déjà 25-26 ans. Et il y avait un garçon que j'aimais beaucoup. Dis non, dis. Et ouais, vraiment, je kiffais. Je le trouvais très mignon. Et un Espagnol, qui savait très bien que j'étais espagnole. Et à l'époque, je m'épilais pas encore les avant-bras. Je sais pas, je me suis épilée. J'ai eu toujours peur de m'épiler les avant-bras parce que j'avais peur que ça repousse plus. Enfin bon, bref, j'ai fait ça assez tard. Et donc, c'était l'été, j'étais en robe, toute bronzée, tout ça, à l'aise dans mes baskets, aux fêtes de Genève, en train de boire des verres avec des copines, et lui était là. Et il m'a demandé si j'étais turque, en regardant mes bras. Et en fait, je pense que, je sais pas, à ce moment-là, j'ai eu une bonne réaction, parce qu'en règle générale, quand on me fait des réflexions comme ça, j'ai pas forcément de répartie. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit non, je suis pas suédoise, je suis pas turque, mais je suis, effectivement, je viens du Sud, quoi. Je sais plus exactement comment j'ai répondu. J'ai répondu mieux que ça, en tout cas que ce que je viens de faire maintenant. Mais je sais que j'ai regardé comme ça, vraiment, l'air de dire, excuse-moi de pas être suédoise, mais effectivement, moi je suis italo-espagnole. J'ai la peau, enfin voilà, je suis comme ça, j'ai les cheveux noirs, t'as vu mes cheveux un peu, donc voilà, mais ouais, c'est vrai que mais ça m'a quand même un peu, j'ai répondu et j'étais fière d'avoir répondu du tac au tac. Mais au fond de moi, ça m'avait blessée. D'autant plus que c'est un mec que j'aimais bien, quoi. Et est-ce que vous vous êtes déjà fait des réflexions désobligeantes à vous-même à propos de votre corps ? Oui. Tu veux partager ? Oui, te regarder dans la glace et te dire mais qu'est-ce que t'as comme tête, fais un effort, te laisse pas aller, ouais. Ça m'a. Désobligeant, ça, pour toi ? Bon, oui, c'est désobligeant. Non, mais oui, de me regarder. C'est une soft désobligeante alors. Ouais, non, je vais pas me flageller non plus, mais de me dire, de constater les outrages du temps et puis de te dire, ouais, ben tu devrais faire ça, tu devrais peut-être plus te maquiller, plus faire attention à ça, mettre des crèmes. Moi, je mets jamais de crème, alors. Mais après, ça passe très très vite, quoi, parce que ça fait pas partie de moi, quoi. C'est quand je commence à me sentir moins à l'aise quand je danse dans les mouvements. Et puis là, je dis, je dois perdre du poids, un truc comme ça. Des fois, ça m'arrive de dire ça. Et comme Maïté, ça passe très vite aussi, parce que je reste pas dedans. Mais j'ai des petites réflexions comme ça. Je dis, j'arrive pas à bouger comme il faut là.
ou bien aussi par rapport à l'étirement. Des fois, je me culpabilise, je dis, j'ai pas fait assez d'étirement, voilà, que j'arrive pas à faire des mouvements comme j'aimerais. Donc, j'ai des trucs comme ça qui me viennent de temps. Sharon? Moi, j'ai un problème au corps depuis longtemps. Et j'ai encore, mais j'ai eu des troubles alimentaires très graves. D'ailleurs, j'ai fait de l'anorexie, j'ai fait de la boulimie, j'ai été suivie jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est violent, mais moi, j'en suis arrivée à me scarifier le corps entier parce que je me suis regardée dans la glace et je me suis trouvée trop grosse. Alors vraiment, je pense que mon plus gros complexe, ça a toujours été plutôt le bas de mon corps. Parce que j'ai des hanches, j'ai des cuisses, j'ai des genoux, des mollets qui m'ont jamais plu. Le haut de mon corps jusqu'à avant ma grossesse, je dirais, j'avais pas du tout de complexe. Je me sentais bien. Maintenant, c'est autre chose parce qu'effectivement, j'ai pris du ventre, des bras. J'ai des bras beaucoup plus épais qu'avant. Donc oui, moi, en me regardant dans la glace, souvent, je me suis beaucoup jugée. Au point de ne pas accepter qu'un homme me voie nue. Tous les jours, le matin, des fois, je me prenais la tête à réfléchir dans mon lit. J'arrivais pas à sortir parce que je me disais, mais comment je vais m'habiller alors que j'ai une armoire à fringues immense. Et je me disais, mais comment je vais m'habiller aujourd'hui pour cacher un peu mes fesses ou mes hanches, où j'ai pris un peu de ça. Enfin bon, bref. Voilà, moi, les réflexions négatives par rapport à mon corps, elles sont quotidiennes, même quand je suis pas devant une glace. Quand je suis couchée ou que je marche en training, enfin, je me sens pas à l'aise si j'ai les cuisses qui se touchent ou pas. Enfin, quand je m'assois, le ventre qui se plie. Enfin, bon, bref. Moi, c'est quotidien et je pense pratiquement H24. Peut-être je suis tranquille que quand je dors. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est dingue. Je me rends compte que c'est complètement fou parce que c'est en plus complètement, surtout pendant longtemps, c'est complètement injustifié dans le sens que j'ai jamais eu de surpoids, donc je devrais pas être comme ça, mais je l'ai été, mais toujours. Alors, autour de la table rose, aujourd'hui, on peut dire que corporellement parlant, on est toutes les quatre bien différentes. Comment vous qualifiez selon vos mensurations ? Moi, je suis trop grosse, quoi, c'est évident. Mais c'est évident, je veux dire. C'est une question de lucidité. Tu te regardes dans le miroir, tu vois que t'es trop grosse, quoi. Mais bon. Et comment je qualifie mon corps ? Je sais pas quoi dire. Parce que ça dépend de tellement de jours, des moments. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de... je sais pas si je peux dire mince. Je peux dire moyen. Je peux dire ça comme ça. Donc toi, tu te qualifierais de moyenne ? Oui, de moyenne. Donc je suis pas très maigre ni trop grosse, mais c'est toujours par rapport à quelque chose. Pour moi, c'est par rapport au comment je me sens dans mon corps. Si je me sens trop lourde, je dis je suis en surpoids, je me sens en surpoids. C'est même pas une question c'est plutôt dans la sensation. Si, par exemple, et puis sensation, je peux le qualifier à un poids, par exemple. Si, par exemple, cette sensation, je me sens bien quand je bouge, je dis, je fais, par exemple, le poids idéal, qui peut être 55 kilos. Je suis dans mon poids idéal. Ok, donc tu as un poids idéal. Oui, j'ai un poids idéal. Ou si je me sens trop lourde, pas assez, comment dire, quand je bouge et puis je sens qu'il y a des choses qui coincent, je dis, je suis pas dans mon poids idéal. Et à l'instant T, tu es... À l'instant maintenant là, non, je me sens bien dans mon corps là. Ouais, c'est comme si je me sens bien. Ok, mais si tu le qualifies comment ? Médium, normal. Ok. Je sais pas comment dire. Et toi, Sharon ? Moi, actuellement, je me sens trop grosse, clairement. Même si intellectuellement, je sais que je suis pas trop grosse, mais clairement, je me sens trop grosse. J'ai encore beaucoup de poids à perdre de ma grossesse, qui a été un enfer pour moi. Pas parce que j'étais pas heureuse d'être enceinte, mais parce que j'ai pris jusqu'à 30 kilos quand même. Énorme. Ouais. Donc là, personnellement, je me sens pas
je me sens un peu trop grosse. Maïté, tout à l'heure, tu t'es définie comme trop grosse. Est-ce que ça t'embête de nous dire ta taille de vêtements ? Alors, je fais du 52. 50-52. Et concrètement, est-ce que c'est facile de trouver des fringues à ta taille ou tu dois aller dans des magasins spécialisés sur Internet ? C'est très difficile. Bon, alors maintenant, tu commences à trouver de plus en plus de choses sur le net. Mais pendant longtemps, c'était très difficile de trouver des Et habits. tu trouvais où alors ? Oula Popken, qui était à l'époque à Lausanne et qui maintenant est à Genève, qui n'est pas une boutique bon marché. Mais je profitais souvent des soldes et c'était assez super d'aller dans cette boutique parce que les vendeuses étaient super, très très sympas, jamais dans le jugement, toujours dans le bon conseil. Et puis, c'est presque devenu des amis à force d'y aller. Mais c'est toutes les tailles ou c'est spécifiquement des tailles pour les femmes qui sont un peu plus rondes ? Alors c'est, je sais pas depuis combien ça part, mais ça va, je crois même jusqu'au 64, 68, quoi. Et c'est le même prix, parce que souvent, voilà, tu vas sur Internet, plus c'est grand, plus c'est cher. Ce qui va, enfin, quelque part. Justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu ressens ça comme une injustice ? Oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a plus de tissus, je suis d'accord, mais bon, ils gagnent sur d'autres choses, quoi. J'entends. Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire un effort ? Genre, je pense à H&M, enfin toutes les grandes marques, Zara. Si, H&M, plus maintenant, ils ont enlevé. Ouais, ils ont enlevé. Les grandes tailles, ils ont enlevé. Tu peux les trouver sur le net. Puis il n'y avait pas beaucoup de choix. Il faut dire les choses comme elles sont. Zara, il n'y a pas. Moi, je vais autrement sur France, à MS. C'est une boutique qui est au centre d'Annemasse, qui est super, qui a des habits. Quasiment tous mes habits viennent de là-bas, pour tous les styles, et à grande taille et à des petits prix, quoi. C'est pas très cher. Donc, moi, je vais là-bas, ils ont de l'assortiment très, très souvent, ils changent. Il y a des soldes super. Et puis, il y a des trucs qui correspondent à mon style. Je veux dire, moi, j'ai pas envie d'être cataloguée dans un style classique. Ben, là-bas, je trouve des trucs fun, quoi. Je veux dire, cette robe, elle vient de là, le blouson vient de là-bas. Puis elles sont très sympas aussi, les vendeuses. Donc moi, j'achète souvent là-bas. Okay. Mais c'est pas évident. Mais en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent, dans la section grande taille, c'est une section à part. Ça veut dire que s'il y a la mode normale, genre tu as vu la jolie robe 38 fleurie, voilà, mais tu vas pas la retrouver, cette même robe, dans la section grande taille. C'est tout à fait des autres modèles. Et moi, je me souviens que, oui, j'allais pas forcément dans les grandes tailles, mais voilà, quand j'étais enceinte, j'ai quand même été regardée et typiquement, je me disais, mais moi, je veux cette robe en grande taille. En fait, tu la trouves pas. MS, tu as. Ils font depuis le 40, je crois. Et tu as. Mais autrement, non, t'as pas, et c'est pas juste. Et puis, maintenant, il y a un effort par rapport à ça, mais avant, c'était des habits de mémé, quoi. Tu étais grosse, tu t'habillais comme une mémé. Mm-hmm. Donc, tu t'habillais comme une mémé avant toi ? Non, mais je me suis jamais habillée comme une mémé parce que j'ai toujours réussi à trouver, soit à me faire, soit à trouver, soit à me débrouiller. Après, t'arranges aussi avec les bijoux, le maquillage, les boucles d'oreilles, les accessoires. Donc, tu me connais. Moi, je me suis jamais vraiment habillée. Enfin, ce qui n'est pas normal non plus à mon âge. Mais bon, j'ai pas envie de m'habiller classique. Alors, je peux très bien m'habiller très classique s'il le faut pour des circonstances. Mais par exemple, si j'ai envie de mettre un jean déchiré, je mets un jean déchiré. Okay. Est-ce que tu as déjà été victime de grossophobie dans ton quotidien ? Peut-être, oui. Alors, au travail, je ne peux pas dire que j'ai été victime de grossophobie. Si je l'ai été, je ne l'ai pas vu, ou j'ai refusé de le voir. Non. Alors, moi, je suis sûre qu'il y a eu des remarques sur moi, probablement au travail. Mais comme ça vient de personnes dont je me fiche éperdument, je m'en fiche, quoi. Je veux dire, j'ai envie de leur dire, regardez-vous dans un miroir, regardez vos défauts, quoi. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, par rapport à mes nombreuses opérations de genoux, de cheville,
je vois bien l'amalgame qui est fait entre mon poids et mes douleurs articulaires. Et les gens ne se posent pas la question de savoir si j'ai eu un accident, si ça vient d'autre chose. Pour eux, c'est catégorique, c'est le poids, quoi. Moi, quand je dis, ça c'est vrai, il n'y a pas longtemps, quand je me suis fait opérer du genou, il y a un des médecins qui il te regarde, puis quand tu lui dis que tu as été en Ligue A en train de faire du handball, que tu as fait ci, que tu as fait du tennis, que tu as fait plein de trucs, il te regarde en disant « Ah ouais ?» Comme si c'était un truc extraordinaire, quoi. C'est pas possible, en fait. Non. Et puis de pouvoir... toi, tu m'as vu danser avec une attelle. Chez moi, j'ai dansé avec une attelle, quoi. J'entends... ça ne m'arrêtait pas, quoi, j'entends. Et pour ça, c'était mon frère aussi. Tu ne te bouges pas assez. Pour lui, je me bouge pas assez. Ou je ne marche pas. Ma mère, à un moment donné, elle me disait « Tu devrais marcher plus, Maïté. » Puis j'avais mon podomètre. Hein. Et au boulot, je faisais des allers-retours parce que j'allais d'un bureau à l'autre. J'allais à pied au travail, je revenais à pied à la maison. Et je disais « Mais c'est l'image que tu as de moi. Pourquoi tu te fais cette image ?» Et ça, j'ai relevé, quoi. Ouais, c'est comme, je pense, la fameuse image qu'on se fait quand on voit quelqu'un qui est en surpoids et qui mange un hamburger et qu'on se dit, c'est forcément. Elle ne peut être que grosse si elle mange. Mais peut-être aussi qu'en fait, cette personne, ça faisait genre 6 mois qu'elle n'en avait pas mangé. Mais nous, on projette déjà quelque chose dessus. Sharon et Laura, vous êtes maman et je voulais savoir comment vous aviez vécu la transformation de votre corps durant la grossesse. Et aussi ensuite, comment vous vous êtes réapproprié votre corps après la mise au monde de vos bébés. Moi, j'ai aimé beaucoup mon corps. J'ai aimé, avec Adriel, la rondeur, de pouvoir mettre le pantalon avec le gros, l'élastique. Non, moi, j'ai aimé mon corps durant cette période. Et après cette période, j'étais tellement dans la fatigue. Et je nourrissais Adriel. Je me suis vraiment centrée sur lui. Est-ce que les seins avaient grossi et puis que là, c'était genre, ouais, enfin. Non, pas du tout. J'étais même pas dans ça. Non, pas du tout. J'étais très, très gaga de Adriel. Donc, non, mon corps a disparu un moment parce que l'enfant a pris beaucoup plus de place. Et après, j'ai perdu... Je ne sais même pas comment j'ai perdu les poids. Après 2 ans après, j'étais enceinte. Même pas 2 ans après, j'étais devenue enceinte de nouveau. Non, j'ai aimé mon corps. J'ai aimé beaucoup mon corps à ce moment-là. Sans surprise, moi, j'ai pas du tout aimé mon corps. Non, alors en fait, juste avant de tomber enceinte, c'était pas vraiment un projet défini. C'était pas non plus une surprise parce que je jouais avec le feu. Mais j'avais pris un tout petit peu de poids. De l'été à l'hiver. C'est vrai que je m'étais un peu laissée aller, j'avais pris un peu de poids. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu tout de suite, j'ai paniqué en fait. J'ai paniqué parce que je me suis dit, mais je vais commencer une grossesse avec déjà 3-4 kilos de plus plus ou moins ce que j'ai déjà dans la fourchette haute. Ma fourchette haute, bien sûr. Et donc, j'ai très vite assez mal vécu cette grossesse, alors que j'étais super contente quand même parce que j'ai eu mon bébé tard et que je le désirais, que ça faisait longtemps que je rêvais d'être maman. Mais j'ai pas du tout passé une grossesse comme j'aurais pu l'imaginer, comme je l'ai désiré, idéalisé et compagnie. Non, moi ça a été tout de suite beaucoup d'angoisse. Et bizarrement, au lieu d'être dans le contrôle, ce que je sais faire très bien en règle générale, j'ai été dans le décontrôle, dans tout le contraire en fait. J'avais pas envie de me faire à manger, donc je mangeais n'importe quoi. J'allais vite à la facilité, c'est-à-dire j'avais pas envie de faire à manger, on va commander une pizza. J'ai mal mangé pendant ma grossesse. En même temps, je voulais pas rentrer dans la restriction parce que j'avais peur. J'avais très peur de si je commence à contrôler ce que je mange, de rentrer vraiment dans le méga contrôle, dans le surcontrôle et de faire du mal au bébé en fait. Donc d'une certaine façon, je me suis un peu sacrifiée, même si c'était pas vraiment un sacrifice. Donc moi en fait, toute ma grossesse, je l'ai mal vécue et de pire en pire.
le poids, gonfler les mains, le visage. D'ailleurs, j'ai pratiquement aucune photo de moi enceinte. 0. J'aurais adoré faire les shootings comme ils font là. Je trouve ça trop beau, c'est super souvenir. Ben moi, j'ai 0. Enfin, je crois que j'ai peut-être une photo de moi en entier enceinte, habillée, bien sûr. Et encore, je la déteste. Enfin, on me l'a fait. Enfin, je suis avec mon frère dessus. Enfin, mais j'ai aucune photo de moi enceinte. Et après, une fois que j'ai accouché, c'est vrai que je me disais, ouais, dès que j'accouche, j'arrête de manger, je reprends le contrôle. Et en fait, j'avais pas pensé que pour l'allaitement, il fallait continuer à manger. Donc, comme je voulais allaiter absolument, parce que je trouvais que c'était important, mais aussi parce qu'on m'avait dit que ça faisait perdre du poids. Donc, ça, non, c'est hyper vicieux. Du coup, j'étais pas dans le contrôle total. Je faisais quand même attention de manger correctement. Mais j'ai pas réussi à perdre du poids rapidement comme j'imaginais que ça allait se passer. Et là, ça fait déjà une année qu'il est né et j'ai encore bien presque 10 kilos à perdre. Mais parce que j'avais pris énormément, j'avais pris 30 kilos quand même. Et puis, il y a un truc qui me vient aussi, c'est la réflexion des autres. Tout d'abord du médecin, bien que pour le médecin, c'est pas... Quand il dit, il ne faut pas prendre plus de 1 kg, 2 kilos par mois, en fait, dans ta réflexion à toi, tu peux dire, tu ne veux pas être grosse, c'est pour l'enfant. Et puis, peut-être ça rejoint ce que tu dis aussi, mais quand le médecin m'avait dit ça, ce qui vient, c'est pour toi, mais même pas pour l'enfant. Et puis d'autres mamans aussi, d'autres personnes qui en parlent. Ah ouais, ils font des calculs. Ouais, t'as pris 20 kilos. Ah ouais, tu vas devoir perdre tant de temps. Mais il y a toute une réflexion derrière ça qui peut influencer. Mais heureusement, de mon côté, je ne sais pas dire ça. Ça m'a quand même traversée. Mais sur le feu du moment, voilà, je regardais mon ventre, le bébé qui est dedans, ça a pris le dessus de tout ça. Mais il faut dire que ça a travaillé quand même derrière, d'avoir ces réflexions sur le corps, voilà, de la femme. Puis les réflexions de l'autre sur toi aussi. Je ne sais pas si tu as vécu ça. Oui, alors moi j'ai d'abord été suivie par un gynéco qui lui, alors franchement, il me rassurait, il me disait c'est temporaire, prenez ça comme une parenthèse, c'est une période où oui, vous allez prendre du poids, mais c'est pas grave. Il me contrôlait pas tout le temps le poids, franchement. Et même ses assistantes, elles étaient trop choues. Et puis après, à un certain stade de la grossesse, ce gynéco, il suit pas la grossesse du début à la fin. Je suis passée chez un autre gynéco. Et là, donc je crois que j'étais à 6 mois, plus ou moins. Et là, tout de suite, quand on m'a dit oui, alors votre poids avant grossesse et machin, et que j'ai tout de suite dit j'ai pris beaucoup de poids, moi je suis déjà à 20 kilos de... Là, tout de suite, on m'a fait une réflexion, mais la femme m'a fait pleurer carrément. J'en ai pleuré. Ouais, sérieux. L'assistante, elle m'a dit, c'est autant, genre vraiment. Et puis elle m'a fait, oui, parce que nous, on préconise entre 8 et 12 kilos maximum pour une grossesse. Et donc, moi, j'avais déjà battu le record. Donc, en fait, elle m'a fait pleurer. Et quand j'ai vu la gynéco, donc ça, c'était l'assistante. Elle était là quand t'as pleuré? Un petit peu. Ouais, je crois qu'elle était là. En tout cas, j'ai pas pleuré à chaudes larmes en ce temps, mais j'ai commencé à avoir les larmes qui coulaient comme ça. Mais je crois qu'elle n'a pas réalisé que c'était lié à ce qu'elle m'avait dit, en fait. Mais je pense que c'est important de le mentionner là aussi, parce que c'est les gens du corps médical, des fois, se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent dire et que ça peut bien bouleverser une femme enceinte. Surtout que je l'ai pas pris. En fait, je pensais pas qu'il y avait de la méchanceté derrière, mais elle a touché le point sensible chez moi, vu qu'effectivement j'ai un rapport au corps compliqué, un rapport au poids compliqué depuis toujours. Donc la façon dont elle l'a dit, ça m'a fait vraiment... Déjà que moi, je m'en voulais tous les jours, quotidiennement, H24, dès que je m'assois sur une chaise, dès que je me relève, quand je marche dans la rue, j'y pense, je me sens pas bien, je me dis, on me regarde, je vois mon reflet. Moi, c'est déjà quelque chose qui me pèse au quotidien, mais qu'en plus, que dans le corps médical, elle me fasse culpabiliser encore plus, ce qui m'était jamais arrivé, parce qu'on m'a jamais dit des choses comme ça jusqu'à maintenant. C'était la première fois en fait qu'on me faisait une réflexion vraiment sur mon poids finalement négative. Et je l'ai super mal pris. En même temps, c'est la période où on est souvent le plus fragile, quand on est enceinte.
Voilà, donc effectivement, dans le corps médical, ouais, ça m'est arrivé. Mais par contre, après, je suis allée à la maternité. Et là, ils n'étaient pas du tout comme ça non plus. Ils ont été très bienveillants. Merci de votre écoute de cette première partie. Vite, découvrez la suite en partie 2. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcast, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez Autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.